Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Mediapart en direct, durant laquelle notre site est en accès libre jusqu'à minuit et notre rédaction ouverte aux caméras pendant toute la soirée. Après un détour par Grenoble au début du mois de février, nous avons donc rapatrié pour notre soirée live mensuelle nos studios dans la rédaction du Passage Brûlon pour à la fois célébrer le 8e anniversaire de Mediapart, ça ce sera de 19h à 20h, et pour mettre en débat la loi sur la réforme du travail après une journée de mobilisation qui a sonné comme une rupture avec le gouvernement. Mais avant cela, c'est au 3e numéro de la Revue du Crieur, qui est sorti la semaine dernière en librairie et en relais, qui est consacré la première heure de ce live spécial. Exceptionnellement, alors que l'habitude est de ne pas faire de dossiers, de thématiques, nous avons décidé, pour répondre à cette période post-attentat, de à la fois changer le sommaire et la maquette et de consacrer donc un dossier spécial intitulé « Penser ce qui nous arrive ». Et j'ai donc le plaisir de recevoir 3 des auteurs de ce dossier, sachant que la chaise vide que nos spectateurs peuvent constater sera pour la venue d'un 4e auteur de la revue, puisque nous n'abandonnons pas pour autant la thématique de faire des enquêtes sur le monde de la culture, et que lui a fait une enquête sur l'Académie française dont on parlera en fin d'émission si cette chaise est remplie d'ici là. Donc, par ordre, Myriam Benrad, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheuse à l'IREMAM, qui est l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman. Vous êtes spécialiste notamment de l'Irak. Et vous signez dans la Revue du Crieur numéro 3 un papier intitulé « Dans la tête de l'État islamique, aux sources de la violence, la revanche des parias ». Laurent Bonnefoy, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes chercheur au CNRS, spécialiste du monde arabe, du Yémen notamment, et de l'Arabie Saoudite. Et vous co-signez avec Stéphane Lacroix un article qui s'intitule « Le problème saoudien, le wahhabisme, rempart ou inspirateur de l'État islamique ». On va y revenir, surtout vu l'actualité de ce week-end. Et enfin, David Sernevenet, vous êtes journaliste indépendant et vous êtes aussi cofondateur d'une revue qui sort aujourd'hui, une semaine après le Crieur, c'est la revue dessinée. Que vous avez entre les mains. Que j'ai entre les mains et qui est à l'écran, la revue dessinée, donc ces 2 revues, voilà. Vous avez signé plusieurs livres sur le Rwanda, notamment sur le génocide rwandais, et là, dans la revue du Crieur, vous faites un papier qui s'intitule « À quoi pense l'armée ? Comment la France prépare sa guerre contre le terrorisme ». Mais j'avais envie de commencer avec vous, Laurent Bonnefoy, parce que on a vu ce week-end, pas plus tard que ce week-end, la polémique autour de la Légion d'honneur attribuée au prince Mohamed Ben Nayef, qui est à la fois prince héritier d'Arabie Saoudite et aussi ministre de l'Intérieur de ce pays qui a récemment exécuté en début d'année pas mal de monde. Donc on a relancé les polémiques sur qu'est-ce qu'était ce pays. Vous avez abordé ça. La première question qu'on a envie de vous poser, c'est est-ce que par rapport au Moyen-Orient et aux toutes les questions qui se posent, est-ce que l'Arabie Saoudite est un nœud au sens où il fournirait des armes non seulement idéologiques mais aussi peut-être logistiques au terrorisme islamique, ou est-ce qu'au contraire, l'Arabie Saoudite est une partie de la solution, puisque le pays affiche sa lutte contre le terrorisme? Alors c'est un peu des deux, hein. C'est ça qui explique sans doute toute la complexité. Je dirais que quand on aborde la question saoudienne, la première chose déjà est de ne pas hurler d'une certaine manière avec les loups, et puis peut-être d'apporter un petit peu de nuance. La nuance revient à considérer effectivement qu'on a affaire à un régime qui est autoritaire, mais qui est aussi complexe, qui s'appuie sur des tas d'influences, et l'influence religieuse n'est qu'un des déterminants, qu'une des variables qui permet d'expliquer réellement ce que fait l'Arabie Saoudite à l'échelle de la région. Et puis par ailleurs, il y a une autre limite peut-être à l'approche que je considère ou qu'on a considérée avec mon co-auteur Stéphane Lacroix dans l'article comme peut-être dominante, qui va finalement s'intéresser uniquement aux questions de terrorisme, et pas forcément voir l'implication de l'État saoudien dans une réelle politique qui est à bien des égards problématique. On a dit beaucoup de choses suite à la Légion d'honneur du prince Mohamed Ben Nayef ce week-end, mais on n'a pas entendu beaucoup parler de l'implication saoudienne au Yémen, dans le conflit. On a parlé bien évidemment de la situation des droits de l'homme, mais on remarquera que le cas saoudien n'est pas
unique à l'échelle de la région, particulièrement si on considère le ratio par habitant. Il y a davantage de condamnés à mort et d'exécutions en Iran qu'il n'y en a en Arabie Saoudite. Mais c'est bien toute cette complexité, je pense, qu'il faut garder à l'esprit pour justement, comme je le disais, ne pas hurler avec les loups, parce que c'est facile de faire du Saudi bashing, comme on dit, comme ça a été facile il y a quelques années de faire du Iranian bashing, mais les modes évoluent. Alors il y a deux fils principaux à tirer quand même dans ce nœud, hein, effectivement. C'est d'une part, est-ce que l'islam rigoriste tel qu'il existe en Arabie Saoudite est un sas vers le djihadisme ou au contraire peut-être un rempart contre le djihadisme? C'est une question qu'on a pu se poser en France. Hein. Est-ce que le salafisme, au fond, protège du djihad ou au contraire entraîne vers le djihad? Et l'autre question, du coup vous peut-être répondez déjà à celle-là, c'est de savoir si, et là je reprends la formule de Kamel Daoud, si l'Arabie Saoudite est autre chose qu'un Daesh qui a réussi. Ce sont ces mots pour dire qu'après tout, fondé sur un islam rigoriste, capable de décapitation, on n'est en fait que dans l'équivalent qui se serait inscrit sur un territoire et qui aurait été reconnu par les autres puissances. Alors il y a effectivement la question du salafisme quiétiste ou de ce qu'on peut appeler le wahhabisme, même si moi, à titre personnel, ce n'est pas nécessairement un vocable que j'utilise volontiers, mais simplement le salafisme quiétiste pose un certain nombre de problèmes en termes de mœurs. Notamment de conservatisme social, on va dire. On l'a vu, par exemple, en France avec l'imam de Brest, qui a récemment publié une autre vidéo dans laquelle il expliquait que les femmes qui étaient violées quand elles n'étaient pas voilées n'avaient pas à se plaindre, donc ce qui est évidemment choquant. Après, il faut bien considérer que ce discours-là ne constitue pas en soi un sas vers la violence. Et de fait, y compris que ce soit en Arabie Saoudite ou au Yémen, où moi j'ai l'objet sur lequel moi j'ai essentiellement travaillé, on constate que la majorité des salafis quiétistes ne se tournent pas vers la violence. Alors est-ce que ça en fait un sas ou pas ? Je ne le crois pas directement, mais on ne doit pas considérer qu'il y a une relation mécanique qui produirait une forme de radicalisation sur les questions ou de conservatisme social et une option violente. En revanche, il y a bien évidemment des trajectoires individuelles qui passent par le salafisme et qui aboutissent à la violence. Mais quand on regarde les trajectoires c'est dans ce cas le nombre des pirates de l'air du 11 septembre, dont quasiment tous étaient originaires d'Arabie Saoudite. Oui, mais alors ça, c'est pas la connexion avec l'Arabie Saoudite justement est plus complexe, parce que quand j'expliquais tout à l'heure le fait qu'on avait certes un État, on a certes des institutions religieuses dominantes, mais on a aussi une société qui est bouillonnante et qu'on ne peut pas assimiler simplement des Saoudiens au wahhabisme. C'est justement cette diversité qui, à mon avis, est souvent perdue de vue, y compris par Kamel Daoud, quand il trace cette trajectoire, en considérant que finalement la seule matrice, la seule variable qui permettrait d'expliquer l'attitude de l'Arabie Saoudite à l'échelle internationale serait sa dimension religieuse. Or, ce n'est pas du tout le cas, puisqu'on a bien des concurrences fortes au sein de l'État, au sein de ce qu'on peut appeler les intérêts, qui vont des intérêts économiques, des intérêts stratégiques, qui là, pour le coup, permettent parfois d'écarter la dimension plus strictement religieuse. Et on a tout un tas d'exemples. La politique diplomatique va primer des fois sur la politique religieuse. Tout à fait, et c'est même le cas le plus fréquent, y compris en Syrie, où on a dit beaucoup de choses, et on a écrit beaucoup de choses, il y a eu beaucoup d'accusations sur le rôle qu'a joué l'Arabie Saoudite en tant qu'État, je parle bien en tant qu'État, dans la radicalisation en Syrie. Or, les spécialistes démontrent bien que l'essentiel de l'appui, si ce n'est l'entièreté de l'appui de l'État saoudien, est allé vers des groupes qu'on qualifierait plus volontiers de laïcs ou absolument pas de salafis. Après, bien évidemment, et quand j'insiste encore une fois, on a un État et puis on a une société. La capacité de l'État à contrôler la société, heureusement,
pour le meilleur et pour le pire en même temps. Mais heureusement que l'État n'est pas totalitaire et qu'il ne contrôle pas l'ensemble de la société. Il y a bien, pour le meilleur, des groupes qu'on va qualifier de libéraux, et puis pour d'autres, des groupes qui effectivement vont avoir une attirance peut-être pour ce qu'on appelle les idéologies djihadistes, et qui vont alors les financer à travers des canaux qui sont très compliqués à pister. Alors ça, c'est la complexité de l'État saoudien. Si on a intitulé, nous, ce dossier « Penser ce qui nous arrive », c'était aussi pour dire, voilà, ça nous concerne depuis le lieu dont on parle, depuis la France, et quand même, du coup, l'alliance stratégique, diplomatique, militaire avec l'Arabie saoudite. Comment vous la regardez, au sens où est-ce que le fait d'être allié diplomatiquement avec l'Arabie saoudite, le fait de lui vendre aussi énormément d'armes, hein, c'est un des principaux marchés pour les industries françaises, quand on dit qu'on va lutter contre Daesh, est-ce que ça vous semble être une aberration ou est-ce que ça peut se justifier ? Alors, c'est pas, moi je ne qualifierais pas ça d'aberration du tout. Je pense que le piège, parce que c'est réellement un piège, je veux dire, l'alliance qui s'est nouée depuis quelques années avec l'Arabie saoudite est hautement problématique. Elle est problématique non pas nécessairement uniquement sur la question de la lutte antiterroriste, parce que justement, les Saoudiens, je pense, et à cet égard, je veux dire, la formule qu'on reprend de Manuel Valls, c'est bien peut-être la seule chose où on pourrait lui accorder du crédit actuellement, qui est de dire que l'Arabie saoudite combat Daesh. Je pense que c'est réellement le cas au niveau de l'État. En revanche, quand je parle de piège de l'Alliance, c'est qu'on a tout un autre tas de dossiers dans lesquels la politique saoudienne apparaît comme hautement dysfonctionnelle. C'est évidemment le cas du Yémen. On a une guerre depuis un an où les Saoudiens semblent totalement négliger la dimension humanitaire, négligent totalement des questions liées au patrimoine, l'accès pour les ONG, négligent la dimension diplomatique. Et puis là, on a, parce que justement la France, nos gouvernements nous piègent, la France, mais aussi la Grande-Bretagne et aussi les États-Unis s'engagent et finalement soutiennent une entreprise militaire qui est, comme je l'ai dit, criminelle, hautement problématique, également dans sa dimension géopolitique. Et puis d'autres dossiers, je pense que Myriam pourrait aussi évoquer le dossier irakien, le dossier syrien, et puis on a aussi le dossier iranien, où finalement on a cette espèce de tension qui génère des conflits confessionnels entre les sunnites et les chiites, qui posent un problème très grave, je pense, à l'échelle de la région, et dans lesquels l'Arabie saoudite joue évidemment un rôle. Mais ce rôle n'est pas uniquement basé sur des considérations religieuses, il est aussi lié à des considérations géopolitiques de rivalité avec l'Iran. Alors justement, effectivement, Myriam Menrad, vous, votre terrain, c'est d'abord l'Irak. Avant d'en venir vraiment à l'article que vous signez dans la revue du Crieur, comment est-ce que est perçue l'implication et le jeu de l'Arabie saoudite dans la région, et notamment en ce moment dans la lutte contre l'État islamique ? Moi, je pense que ce qui a été dit par Laurent Bonnefoy est très important. Je crois qu'on caricature beaucoup l'Arabie saoudite. Il y a beaucoup de Saoudiens dans les rangs de l'État islamique, et ça ne remonte pas d'ailleurs à la création même de l'État islamique d'Irak, sa première version en 2006. Il y avait énormément de moudjahidines saoudiens dans les rangs de la branche irakienne d'Al-Qaïda qui précédait, donc qui était sous la gouverne de Zarqawi, le Jordanien à l'époque. Il y a effectivement une société civile, et ces jeunes Saoudiens aujourd'hui visent l'État, les autorités. Tout à fait, comme étant tyranniques, collaborateurs évidemment de l'Occident, à commencer par les États-Unis. Donc je pense qu'il faut effectivement sortir de ces essentialisations ou de ces images, enfin ces représentations très caricaturales qu'on a. C'est notamment le cas des sociétés du Golfe, parce qu'il faut quand même dire que ces sociétés sont restées méconnues très longtemps. La génération de Laurent Bonnefoy, Stéphane Lacroix, c'est une génération qui s'est emparée d'un terrain qui avait été peu étudié auparavant, en tout cas dans le champ français. Donc il y a un certain nombre de tabous, de mythes, de représentations à casser de ce point de vue. Mais concernant la question de l'État islamique, on y viendra, l'Arabie saoudite est
dans le viseur du groupe, comme d'autres régimes, comme d'autres États, comme d'autres gouvernements, qui sont tous considérés par ce groupe, qui est révolutionnaire radical en l'occurrence, qui est aussi contre-révolutionnaire, c'est le pendant, mais dans la révolution qu'il entend porter, qui s'en prend à tous les symboles et tous les représentants de la tyrannie, comme il l'appelle, et l'Arabie saoudite au premier plan. Par ailleurs, évidemment, il y a la question des lieux saints, qui donc sont aux yeux des dirigeants et des combattants du groupe aux mains d'une dynastie tyrannique, collaboratrice de l'Occident, apostate. C'est comme ça qu'il les nomme. Alors on va en venir, mais donc juste avant, ça veut dire que, parce que quand même il y a eu un événement au Parlement européen, ça a été le vote d'une résolution, alors c'est non contraignant, d'un embargo sur les ventes d'armes européennes à l'Arabie saoudite. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout prêt de s'appliquer. Je ne pense pas que ce soit prêt de s'appliquer, tout simplement parce qu'on connaît quand même les sommes qui sont en jeu. On sait très bien que les gouvernants, quels qu'ils soient, nous diront toujours que si ce n'est pas eux qui en bénéficient ou si ce n'est pas nos pays qui en bénéficient, il y a évidemment des concurrents sur le marché. Mais ce qui était intéressant dans la résolution du Parlement, c'est que justement, elle mettait sur le tapis la question yéménite, qui est hautement, à mon sens, et ce n'est pas seulement parce que je travaille sur le Yémen, mais y compris à l'échelle de la région, hautement problématique. Ce n'est pas pour rien que le représentant de l'ONU, il y a déjà 6 mois, déclarait que le conflit yéménite en 5 mois, avait détruit ou avait déstructuré la société autant que le conflit syrien en 5 ans. Donc on a affaire quand même à quelque chose qui est un gros dossier, qui moi me semble bien trop négligé dans les médias, qui est bien trop négligé également par nos décideurs, qui sont engagés dans ce qu'on peut appeler un suivisme du fait du piège des contrats d'armement qui continuent à nous lier les mains. Alors, la question que pose en creux ce dossier de la revue du Client intitulé « Penser ce qui nous arrive », c'est comment se protéger d'attentats comme celui du 13 novembre, donc comment lutter contre l'État islamique, l'organisation État islamique. Et donc vous, Myriam Menrad, je le disais en introduction, vous avez signé un article qui s'intitule « Aux sources de la violence, la revanche des parias ». Bon, Laurent Bonnefoy cite Manuel Valls, effectivement dans l'idée que si on veut lutter contre quelque chose ou quelqu'un ou une organisation, il faut d'abord tenter de le comprendre et que ça ne veut pas dire l'excuser. Alors, qu'est-ce que c'est que cette revanche des parias qui titre votre article ? Ce que vous soulignez d'emblée dans votre question, c'est que c'est un objet politique, sociopolitique, qui est très complexe. Et depuis en réalité 2 ans, à travers les analyses qu'on peut lire, les commentaires, on sent la difficulté à saisir la nature de cet objet politique. D'ailleurs, au niveau sémantique, on ne sait pas s'il faut parler de groupe, d'organisation, d'État. Il y a eu tout le débat évidemment sur l'acronyme Daesh, qui était l'acronyme de l'appellation précédente du groupe, qui s'est rebaptisé État islamique le 29 juin 2014 à Mossoul, et qui a donc proclamé ce qu'ils nomment la restauration du califat. Dans mon article, l'idée c'était d'essayer de déchiffrer un peu, mais en revenant tout de même sur le terrain irakien. Parce qu'il faut revenir où l'État islamique est né. Où l'État islamique a pris corps. Et c'est à mon avis par une démarche, un raisonnement chronologique et qui ensuite ouvre vers d'autres dimensions, qui replace les lieux, les figures, les symboles qui sont aujourd'hui mobilisés par ce groupe, qu'on peut comprendre les choses. C'est donc un groupe qui, comme je l'ai dit, s'autoproclame à l'automne 2006 sur le terrain irakien. Et pourquoi l'Irak est important ? Parce qu'il y a un certain nombre de dimensions en fait, qui entourent cette proclamation. Bon, d'une part, depuis 2003, l'exclusion systématique, la stigmatisation de la composante sunnite irakienne, qui va être à la fois stigmatisée par l'administration américaine et aussi par l'ancienne opposition irakienne qui est majoritairement chiite et kurde, qui a nourri une vision très communautariste de l'Irak dans son exil. La rencontre de ces anciens opposants et d'un certain nombre de stratèges américains va aboutir à l'idée qu'on a en place en Irak une tyrannie, un régime bassiste d'ancrage sunnite. Ça, c'est une question que je discute dans mon livre, que j'avais publié l'année dernière. Est-ce qu'on peut parler d'infrastructure politique sunnite, d'État sunnite ? C'est beaucoup plus compliqué en réalité, mais il s'avère qu'en 2003, la coalition américaine va débassifier l'Irak, démanteler l'armée et va avoir une politique clairement qui pourchasse la composante sunnite. Donc c'est, si je résume, dans le débat politique, ce sera en permanence les bassistes et les terroristes.
donc pourchassés d'abord par les Américains, ensuite par les autorités irakiennes. Donc on a une aliénation sunnite qui est devenue structurelle au fil du temps, et en 2006, cette proclamation, en fait, elle sanctionne 3 ans de combats acharnés, dont des combats très durs dans la ville de Falloujah en 2004, où Zarqawi a fait ses armes avec un certain nombre d'Irakiens. Alors là aussi, il faut nuancer les choses. Ce n'est pas l'État islamique, ce n'est pas seulement des étrangers. Et pourquoi je dis que Zarqawi fait ses armes avec des Irakiens? L'avant-garde irakienne qu'on retrouve aujourd'hui à la tête de l'État islamique, elle est déjà là à l'époque. Alors l'idée, ce n'est pas de refaire une histoire ce soir de l'implication dans le djihad armé des Irakiens, mais ces Irakiens sont là et ils vont prendre la tête de l'État islamique dès 2006. Ce dernier va perdre un peu de terrain, je dirais, entre les années 2007-2009, se reconstitue et va se reconstituer déjà à l'époque du fait de ses relais et d'un certain nombre de combattants qui s'exportent vers la Syrie. Je rappelle quand même que 2014, tout le monde a parlé dans un climat très sensationnaliste de la fin de Sykes-Picot, de la fin de cette frontière syro-irakienne, mais celle-ci était poreuse en réalité depuis les années 90. Et dès 2003, on avait un certain nombre de moudjahidines syriens qui allaient en Irak. On a un certain nombre aussi d'anciens bassistes, d'anciens officiers et des combattants, des hommes qui ont juste décidé de prendre les armes, qui aussi passaient par la frontière. En 2009, on aura un attentat très spectaculaire à Bagdad, qui à mon avis marque avant 2011 la connexion très claire qui s'est établie entre certains milieux en Syrie et les milieux irakiens. 2011, les Américains se retirent et on a une phase de pourrissement dans le cadre du second mandat de Maliki, un mandat qu'il a arraché dans le cadre de l'ancien Premier ministre. L'ancien Premier ministre, oui. Chiite, du parti d'opposition Dawa, et qui a quasiment conduit un coup d'État en 2010 pour s'arroger tous les pouvoirs. Et qui accentue du coup le clivage entre chiites et sunnites à l'intérieur de l'Irak. Tout à fait. On a une reprise. Alors il y a eu une confessionnalisation évidemment de la lutte au fur et à mesure, à commencer évidemment par la branche irakienne d'Al-Qaïda, puis l'État islamique, qui va confessionnaliser un combat qui auparavant était un combat pour la libération nationale et puis qui réinscrivait le djihad assez naturellement dans cette lutte. Mais ce qui se produit entre 2012 et 2014, c'est qu'on a des manifestations dans les provinces majoritairement sunnites qui demandent des réformes et qui ne sont pas initialement des manifestations violentes. Maliki va répondre par l'usage de la force, va réprimer ces manifestants. D'ailleurs, je voudrais juste dire une chose, personne n'en a parlé en France à l'époque. Il faut quand même dire qu'avant que l'Irak revienne au cœur de l'actualité, qui parlait de l'Irak entre 2011 et 2014? Quasiment personne. Enfin, on avait vraiment oublié cette partie du Moyen-Orient. Et 2013, les choses dégénèrent. L'État islamique, il faut bien comprendre, ce ne sont pas des étrangers. Les combattants de l'État islamique, c'est en majorité des Irakiens, des enfants du pays, qui vont donc négocier en réalité contre Bagdad un certain nombre d'arrangements locaux avec les tribus, les notables, les religieux. Et donc, au fur et à mesure de la remilitarisation de cette contestation sunnite, l'État islamique va prendre le pouvoir. Et des fois, ce que vous montrez dans l'article, il le prend quasiment sans combattre, certaines villes. Alors, c'est plus compliqué. Dans la province d'Al-Anbar, oui. À Mossoul, il y a eu des combats tout de même. Oui. Parce que l'idée de dire que l'armée s'est débandée directement, il y a eu quand même quelques jours de combat. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'en réalité, en décembre 2013, Maliki, à Bagdad, avait rappelé une partie de l'armée. Le 31 décembre 2013, il avait décidé de rappeler une partie. Et la conquête, elle n'a pas commencé à Mossoul, elle commence à Falloujah, qui a été un des grands bastions de l'insurrection anti-américaine et qui devient un bastion du rejet du gouvernement. Mais pourquoi j'insiste sur cette dimension irakienne? Parce que, donc, si je vais plus loin dans mon raisonnement, moi je parle de guerre de sécession. C'est-à-dire que ces sunnites qui, pendant longtemps, se sont présentés comme les derniers garants de l'unité irakienne, du nationalisme irakien, parce qu'on avait un courant nationaliste qui a perduré quelques années, et qui perdure encore en partie, mais qui est évidemment minoritaire. Mais l'État islamique et l'idée de dire dès 2006 qu'il y a un État qui se constitue sur une partie de l'Irak qui va s'étendre à la Syrie et qui donc aujourd'hui est dans une perspective beaucoup plus large, puisque l'idée c'est d'en faire un projet plus global, c'est une sécession.
Et ça part évidemment de l'Irak. Donc c'est une sécession qui remet en cause non seulement l'État irakien, et puis au-delà, les frontières du Moyen-Orient, évidemment. Alors justement, je rebondis sur ce mot de sécession parce que ce qui est intéressant dans votre article, c'est que bon, non seulement vous montrez la genèse de l'État islamique, et vous montrez qu'en gros, on ne pourra pas lutter contre sans rapatrier les sunnites dans un jeu politique dont ils ont été exclus. Et pour ça, vous faites quand même des hypothèses, c'est qu'on pourrait imaginer une forme de fédération, voire de sécession plus forte des territoires. En gros, il faudrait en passer par là, non ? Alors, il faut quand même nuancer. Les combattants de l'État islamique, il n'est pas question pour eux de revenir dans un quelconque jeu politique. En tout cas, le jeu politique tel qu'il existe, tel qu'il s'est construit après 2003, est délégitimé dès l'origine. Pourquoi ? Parce que c'est un jeu politique ou un système qui a été conçu par les Américains et les anciens opposants. Donc, qui est de toute façon, depuis l'origine, illégitime et assimilé à ce que je disais précédemment, la tyrannie, aujourd'hui qui vise en particulier les sunnites, puisque, comme je l'ai dit, il y a eu confessionnalisation de la question. Maintenant, au niveau des autonomies, au niveau des sunnites, parce que, évidemment, ce qu'on appelle la communauté sunnite irakienne, elle est très divisée. Maintenant, ce qui est certain, c'est que ceux qui sont prêts à prendre les armes aujourd'hui, qu'on parle de certaines tribus qui se sont rapprochées des Américains, qui s'étaient déjà rapprochées des Américains en 2007, ou qu'on parle d'un certain nombre d'anciens officiers, ou même, en réalité, parce qu'il y a des discussions secrètes entre le gouvernement irakien et certains anciens bassistes, tous ces gens, aujourd'hui, veulent une forme, effectivement, de dévolution, d'autonomie pour accepter le combat contre l'État islamique. Ils préfèrent aujourd'hui encore, finalement, vivre sous le joug de l'État islamique que de revenir à un système qui les a opprimés. Parce qu'il faut quand même aussi rajouter, on parle beaucoup de l'ultra-violence de ce groupe, mais en face, on a des milices chiites qui ont fait du nettoyage ethnique en 2006, qui aujourd'hui font du nettoyage ethnique dans certains territoires libérés, et on a une armée irakienne qui est quand même assez largement fantoche encore, qui essaie de se reconstituer. C'est d'ailleurs toute la tâche du Premier ministre actuel, Haïdar al-Abadi, qui essaie de s'affranchir de la tutelle iranienne, de s'affranchir de l'influence des chefs de milice et de reconstruire un appareil d'État. Ce dernier fait l'objet d'énormément de résistance, à la fois dans le camp sunnite évidemment, mais aussi dans son propre camp, enfin dans le camp chiite. Il n'y a pas de camp chiite en réalité, tout le monde est très divisé. Mais donc ça ramène ça ramène, si vous voulez, aux discussions qui ont eu lieu après 2003 sur quel État, quelle organisation, quelle formule pour l'après-Saddam. Ces questions n'ont pas été résolues en fait pendant 10 ans. On a voulu croire, on a maintenu, si vous voulez, en vie un cadavre, en réalité, dès l'origine. Aujourd'hui, tout cela s'est effondré, donc il faut que les Irakiens se ressaisissent de la question, discutent. Le problème, et je finirai là-dessus, c'est qu'on a un contexte aujourd'hui militaire extrêmement violent. On a évidemment des urgences qui s'imposent au gouvernement irakien, dans un cadre de chute des cours du baril, donc de rétrécissement des ressources qui sont à la disposition de ce gouvernement. Donc les choix qui sont faits par les Irakiens, il faut quand même le dire, sont très complexes. Et évidemment, les Américains, dernière chose, se sont réengagés en partie, mais en tout cas, tant qu'Obama sera là, il n'y a pas question que les États-Unis retournent en Irak. Et j'ajouterai que les Irakiens, certaines forces en tout cas irakiennes, ne veulent pas du retour des Américains. Donc c'est un paysage extrêmement complexe. Alors j'aimerais bien qu'on continue la discussion en passant un peu du militaire extérieur, des opérations extérieures à l'intérieur, puisque vous, David Servonnet, vous avez étudié la manière dont la France prépare sa guerre contre le terrorisme, parce que l'idée en intitulant ce dossier « Penser ce qui nous arrive », c'était pas seulement ce qui nous arrive, les attentats, la violence, mais aussi penser ce que ça provoque en nous, dans nos institutions, dans nos comportements. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est qui pense cette guerre aujourd'hui ? Est-ce que c'est le politique ? Est-ce que c'est l'université ? Est-ce que c'est la police ? Est-ce que c'est l'armée ? Alors, sans rentrer dans les clichés, en vous rappelant l'adage clausewitzien, que la guerre n'est que la continuation de la politique par d'autres moyens, on est toujours dans une articulation, dans une dialectique entre le pouvoir politique et les militaires, les généraux. Il se trouve qu'en France, historiquement, depuis, on va dire Napoléon, pour être un peu rapide, sont plutôt les militaires qui pensent la guerre en France, qui ont une tradition d'études, qui ont l'école de guerre pour ça, qui ont créé un certain nombre de laboratoires, d'institutions, pour penser la guerre à la fois d'un point de vue stratégique, tactique, sachant que l'armée, c'est sans doute la seule institution dans notre société qui est une institution totalisante, qui a en fait pour vocation à un moment donné de pouvoir prendre en charge tous les aspects du fonctionnement de notre société quand la société est en crise. Bon.
Et on a assisté à partir de 2008, de l'avant-dernier livre blanc de la défense nationale, à un ajout qui est, ce livre blanc est devenu le livre blanc de la défense nationale, de la défense et de la sécurité nationale. On a ajouté un petit concept comme ça, qui en fait est simplement le marqueur qu'à ce moment-là, une pensée un peu nouvelle, qui est la pensée plutôt des hommes de l'intérieur, du ministère de l'Intérieur, à travers notamment un personnage comme Alain Bauer, va en fait prendre la main, si vous voulez, sur une espèce de vide stratégique. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'armée, les cerveaux de l'armée se retrouvent dans une situation où ils n'ont plus vraiment de solution à apporter par rapport à ce qui était, en gros, ce qui est l'après-guerre froide depuis la chute du mur, on va dire. Et à ce moment-là, on dit, désormais, il existe un continuum stratégique entre le front extérieur, donc tous ces conflits qu'on vient d'évoquer, et ce qu'on peut définir comme un front intérieur, c'est-à-dire que la guerre, elle va aussi éventuellement pouvoir se mener à certains moments, y compris sur notre territoire. Et on l'a vu très concrètement avec les attentats de 2015, où pour la première fois depuis la libération, on a rapatrié de manière importante des forces de l'armée française sur le territoire national. Donc c'est tout le dispositif Sentinelle. Aujourd'hui, on a quand même 10 000 hommes qui patrouillent dans toute la France, 7 000 sur Paris, 3 000 en province à peu près. Ce matin, on a encore annoncé qu'il allait y avoir des réservistes qui allaient être mobilisés là-dessus. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, on met en quelque sorte en rivalité un petit peu les forces de l'armée et les forces de la police, du ministère de l'Intérieur, donc police et gendarmerie, pour contrôler le territoire en réalité. Et ça, c'est une vraie nouveauté qui a été totalement entérinée par l'actuel pouvoir, puisqu'en 2013, il y a eu un nouveau livre blanc, mais qui était à peu près la copie conforme de celui de 2008, et qui pose des questions très importantes, parce que désormais, c'est de savoir si on réintroduit l'armée sur le territoire national, quel pouvoir on lui donne, quel pouvoir de police judiciaire on lui donne, et est-ce qu'on lui donne par exemple des pouvoirs de renseignement. Voilà. Ouais. Ce que réclament aujourd'hui les généraux. Et justement, alors oui, c'est ça, parce que ce qui est frappant dans cet article, c'est que vous montrez que les attentats du 13 novembre, notamment, ont creusé au fond une division au sein du pouvoir même sur qui va exercer et comment le monopole de la violence légitime. Alors c'est quoi effectivement les domaines où l'armée et la police s'affrontent et les contours de cet affrontement? Je vous donne un exemple très simple. Revenons sur l'opération Sentinelle. Ce que m'ont raconté des policiers, c'est que par exemple aujourd'hui dans des circonscriptions de police où il y a des patrouilles de sentinelles, le commissaire qui est responsable de cette circonscription de police ne sait pas exactement où sont ces patrouilles. D'accord ? Ce qui quand même pose un petit problème, à la fois éventuellement en termes d'efficacité, mais aussi de coordination. Parce que quand on bascule dans un état de crise, la question, encore une fois, c'est de savoir, vous l'avez dit, qui exerce le monopole de la violence légitime. Et on l'a vu dès le soir du 13 novembre, où on a assisté, enfin moi j'étais un peu médusé quand j'ai vu ça, à des patrouilles militaires, donc en uniforme, avec des fusils d'assaut, plaçant des espèces de checkpoints avec des poubelles dans les rues de Paris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, on demande à des unités de faire ce qu'on appelle du contrôle de zone, d'accord, que les policiers peuvent faire aussi, mais qui font de manière un petit peu différente. Et si vous voulez, si vous commencez à demander à des gens qui sont formés pour aller intervenir au Sahel ou en Syrie, enfin bref, sur tous les théâtres d'opérations extérieures, que vous commencez à leur demander d'investir le champ du territoire national, mais avec leurs méthodes, qui sont un petit peu différentes que celles de la police, et avec un armement différent et des réflexes différents, etc., vous commencez à glisser sur une pente qui est assez dangereuse et qui rappelle un événement qui est un gros marqueur dans l'histoire politique française. Une armée qui s'arrogerait des pouvoirs de police en France, c'est pas inconnu de notre histoire. C'est la bataille d'Alger. Et ce qui est très intéressant, c'est que depuis le 13 novembre, tout ce vocable autour de la bataille d'Alger, la 5e colonne, l'ennemi intérieur, etc., tous ces marqueurs sémantiques ressurgissent à la fois dans le discours politique, mais aussi dans le discours des généraux. Dès le 14 novembre, je le cite dans l'article, l'amiral Coldefi, qui dirige la revue de la Défense nationale, qui est une revue un peu officielle, on va dire, enfin en tout cas qui donne le ton, s'interroge là-dessus, justement, sur est-ce qu'on doit revenir, en gros, aux bonnes vieilles méthodes de la bataille d'Alger ou pas. Alors lui, il prend position en disant non, écartons les choses, et tout le monde officiellement le dit, mais
N'empêche que la question revient et devient un peu centrale dans les débats, encore une fois, parce que si on introduit l'armée sur le territoire national, ça veut dire que l'armée va intervenir avec ses méthodes. Et alors ce mouvement ou ce glissement, selon le terme qu'on veut employer, est-ce qu'il est juste de fait ou est-ce qu'il est pensé doctrinalement, intellectuellement, alors, stratégiquement? Il est pensé. Il y a un document qui est un document de doctrine d'emploi des forces qui date de 2013, qui est quand même assez récent, qui est consacré à la contre-insurrection. Je n'invente pas le terme. Alors évidemment, en préambule de ce document, il est indiqué que cela ne doit pas s'exercer sur le territoire national, uniquement sur les théâtres d'opérations extérieures, et notamment parce que c'est un document qui décortique tous les mécanismes qui ont été mis en œuvre et pensés en Afghanistan, sur le terrain afghan, mais reprenant aussi les leçons syriennes, de toute la zone sahélienne, enfin tous les derniers théâtres d'opérations extérieures sur lesquels la France s'est imposée ces dernières années. Et en gros, si vous voulez, là, vous avez d'un point de vue doctrinal, y compris tactique, jusque dans les modes opératoires qu'on peut mettre en œuvre sur un territoire, tout l'arsenal de ce qui est la guerre moderne qu'avait formalisé le colonel Roger Trinquier, qui est celui de la bataille d'Alger, du dispositif de protection urbaine, comment on démantèle un appareil clandestin dans un cadre urbain. Et donc ça fait partie de la doctrine officielle de l'armée française aujourd'hui, avec ce petit code ici qui est de dire, pour l'instant, ça ne s'applique pas sur le territoire national. Si demain, pour X ou Y circonstances, on a besoin de ce genre de choses, c'est là. Alors, je vais vous libérer, David Servonnet, parce que vous devez aller vous parler de l'autre revue. Vous avez écrit un article dans Le Crieur numéro 3, mais vous allez parler de la revue dessinée. Et donc, je vous laisse aller à Colombes, je crois. Et ça tombe bien, parce que la chaise vide de tout à l'heure s'est remplie. Bonjour. Bonjour. Daniel Garcia, vous êtes journaliste indépendant. Vous aviez écrit un livre qui s'intitulait, c'était en 2014, Coupole et des dépendances. Et en gros, vous récidivez dans le numéro 3 du Crieur avec un article sur l'Académie française, une zone de non-droit en plein Paris. Avant de vous questionner sur ce titre, puisque donc, le principe de la revue du Crieur, c'est de faire des enquêtes sur les institutions et les politiques culturelles. Mais c'est vrai qu'au départ, pour moi, l'Académie française, c'était un lieu tellement, je dirais, dans le formol, vieilli, que je ne voyais même pas vraiment l'intérêt qu'on pouvait y porter. Enfin, si ce n'est pour, à chaque fois qu'il y a une petite élection, là, il y avait Alain Finkielkraut, ça a un petit peu forcément fait des remous, mais voilà, à part en parler un peu aux dernières élections, comme pour la dernière élection, pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à ce sujet ? D'abord, effectivement, on change un peu de registre par rapport à ce qui s'est dit. C'est moins grave, mais c'est tout aussi important. On était tout à l'heure dans le dur. Là, effectivement, ça a l'air presque anecdotique. Mais c'est un peu ça, justement, qui est intéressant. C'est que cette maison évite de faire des vagues, évite de faire parler d'elle. Et en même temps, ça lui permet... Elle s'est accolée une image un peu vieillissante, un peu has-been, un peu ringarde, mais un du peu coup assez inoffensive, etc. Et en même temps, ça lui permet et c'est ce que j'ai découvert, et je crois que beaucoup de gens ignorent, de gérer dans la plus parfaite opacité un patrimoine qui est quand même de l'ordre de plusieurs milliards d'euros. Oui, alors c'est ça qu'on découvre. Plusieurs milliards d'euros, c'est des sommes. Et encore, il y a des choses qu'on ne peut pas chiffrer. C'est-à-dire qu'il y a des châteaux inestimables. Comment est-ce que l'Institut de France, puisque c'est l'Institut de France qui a la tutelle sur les différentes académies, dont l'Académie française, s'est constitué un tel patrimoine ? Alors, très brièvement, donc, il y a l'Académie française que tout le monde connaît, mais il y a 5 académies. Il y a l'Académie des sciences, il y a l'Académie des sciences morales et politiques, l'Académie des inscriptions et belles-lettres et l'Académie des beaux-arts. Et les 5 académies qui sont logées donc quai Conti, en face le Louvre, le bâtiment avec la fameuse coupole que tout le monde connaît, sont chapeautées par une holding, moi j'appelle ça la holding, c'est d'ailleurs un peu le rôle qu'elle remplit, qui s'appelle l'Institut de France. Et ce patrimoine s'est constitué à partir du début du 19e siècle, où à partir d'un riche aristocrate qui avait survécu à la Révolution, enfin il s'était exilé, il était revenu, et il avait récupéré toute sa fortune, qui s'appelait le baron de Montyon, avait décidé de léguer pour moitié à l'Académie française et pour moitié à l'Académie des sciences sa fortune, qui était colossale pour l'époque, avec à charge pour chacune des 2 académies de distribuer des prix
des prix scientifiques pour l'Académie des sciences et des prix de vertu et des prix littéraires pour l'Académie des lettres. C'était un précédent puisque l'Académie française, fondée en 1635, rappelons-le brièvement, était à l'origine juste une assemblée de gens lettrés chargés de rédiger un dictionnaire. Donc Richelieu, quand il avait approuvé la création de l'Académie française, n'avait pas un seul instant imaginé que ça puisse devenir une affaire d'argent. Donc le Conseil d'État a été consulté et le Conseil d'État a décidé, erreur funeste à mon avis, d'approuver le legs du baron de Monthyon et de l'accorder à l'Académie française. À partir de là, la porte a été ouverte, c'était un précédent. Il y a beaucoup de gens fortunés qui ont voulu imiter le baron de Monthyon. Le plus célèbre d'entre eux, c'est le duc d'Aumale qui a légué toute sa fortune à l'Institut, c'est-à-dire c'est le château de Chantilly, les collections qui vont avec, deuxième collection de peinture en France après le Louvre, deuxième collection de manuscrits et livres rares après la Bibliothèque nationale de France, c'est la moitié de la ville, enfin c'est une partie de la ville de Chantilly, c'est 5000 hectares de forêt, c'est 2000 hectares de terres agricoles, enfin, etc. Et voilà. Et lui-même a été imité par plein de gens. Les époux Cognac-Jay, les fondateurs de la Samaritaine, qui ont fait fortune, ont légué leur fortune à l'Académie, à l'Institut, à l'Académie française. Oh, mais donc, il se trouve aujourd'hui un patrimoine inestimable dans le vrai sens du terme. On pourrait dire que c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça dépend de qu'est-ce qui fonde ce patrimoine. Toute la question, alors voilà, il y a à chaque fois, il y a deux sortes de patrimoine aujourd'hui. Il y a ce patrimoine des dons et legs, soit des personnes ont donné de l'argent de leur vivant, soit ont légué à leur mort. C'est le cas le plus souvent pour ce qui est du patrimoine historique. À chaque fois, c'est en général des dons, des testaments à charge. C'est-à-dire, oui, je laisse ma fortune à l'Institut ou à telle académie de l'Institut, mais je demande à l'Académie de distribuer chaque année un prix, ceci, une récompense, cela, de soutenir telle cause, etc. Et puis, il y a autre chose, l'Académie, l'Institut de France a l'autorisation d'être une fondation abritante, ce qu'on appelle une fondation abritante. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un peu comme la complexité juridique, mais qui fait qu'ils reçoivent encore beaucoup d'argent. Ils ont, comme la Fondation de France, ce statut très particulier de pouvoir créer sous eux des tas de petites fondations, c'est-à-dire que quelqu'un de riche qui est par exemple éligible à l'impôt sur la fortune ou qui paye beaucoup d'impôts, mais qui n'a pas envie de donner cet argent-là au fisc français sans se soustraire à l'obligation d'impôt, mais préfère faire une fondation pour aider telle ou telle cause, s'adresse à l'Institut de France, donne une somme à l'Institut, à charge pour l'Institut d'en faire profiter telle ou telle cause. Et du coup, la vraie question, est-ce que ce patrimoine est bien géré, bien utilisé ? D'abord, il est géré dans une parfaite opacité. On a beaucoup parlé récemment à l'occasion de l'affaire Jacqueline Sauvage du droit de grâce, qui est une survivance du droit régalien de la République. Il y a une autre survivance de l'époque régalienne de la République, c'est justement l'Institut, qui, selon les textes même de loi, s'administre librement. Ça tient en deux mots. Enfin, l'Institut des Académies s'administre librement. C'est-à-dire que ça échappe... Co-président, et encore. Voilà, elles ne peuvent faire référence qu'au président de la République, qui a d'autres chats à fouetter en général. C'est-à-dire que ça échappe complètement aux règles de la comptabilité publique et que ça échappe à tout contrôle. A priori, la seule instance qui est autorisée à jeter un peu un œil dans leurs comptes, c'est la Cour des comptes. Qu'il fait souvent. Enfin, qu'il fait en tout cas. Il y a des rapports qui existent, notamment un l'an dernier, assez sévère. Oui, mais ce que je raconte, c'est que ça fait plus de 20 ans que ça dure, qu'ils ont accumulé rapport sur rapport, qu'à chaque fois, ils reprennent les mêmes termes. Opacité, c'est pas moi qui l'invente, c'est eux. C'est-à-dire qu'en gros, la Cour des comptes elle-même n'arrive pas à savoir comment est géré l'argent. Alors, mais qu'est-ce qu'ils en font de tout cet argent ? Comme ils ont ce statut, alors pour finir sur le statut, comme ils ont ce statut extraordinaire de l'Académie, l'Institut s'administre librement, ça continue. C'est ça qui est extraordinaire. Ça continue. Tout ça pour faire le dictionnaire ou il y a autre chose ? Non, mais le dictionnaire, ça coûte rien. Le dictionnaire, ça coûte rien. Non, mais les parce milliards... qu'ils ne sont pas bien payés, les académiciens. Non, ils ne sont pas bien payés. Ils sont très peu payés. Et en plus, ils sont payés quand même par le gouvernement.
D'accord. Mais donc, voilà, tous ces milliards, ça sert à quoi par exemple, alors, la Cour des comptes quand même soulève la fondation Le Foulon de la Lande, qui est une des plus grosses fondations créées ces dernières années. Elle a été créée en 2000. C'est les héritiers en fait des laboratoires de la Lande, qui était un des plus gros laboratoires pharmaceutiques français créés dans la première moitié du XXe siècle, qui a aujourd'hui, par un jeu de fusion et acquisition, fait partie de l'ensemble Sanofi. Ils ont laissé 100 millions d'euros à l'Institut, ce qui est une belle somme. Ces 100 millions d'euros, ils sont destinés à soutenir la recherche cardiovasculaire. Donc chaque année, il y a un prix de 500 000 euros qui est distribué, plus des bourses. Le principe de ces fondations, quand on fait une fondation de cette sorte, c'est l'Institut est supposé gérer en bon père de famille le capital, de le faire fructifier si possible, pour que pendant des années et des années et des années, les revenus du capital puissent effectivement générer assez d'argent pour distribuer ses bourses et ses prix. Alors là, la fondation est récente, depuis 2000, mais ce qu'on aimerait bien savoir, c'est la part de frais financiers que prend l'Institut. Moi, les informations que j'ai, c'est qu'ils prennent des frais financiers supérieurs à la Fondation de France, supérieurs à l'Institut Pasteur, etc. Pour en faire quoi? Question. Et puis, alors, quand on recule dans le temps, quand il n'y a plus personne pour réclamer des comptes, plus personne d'héritier direct pour réclamer des comptes, eh ben, on s'aperçoit que les fondations, ça devient très opaque. Donc là, je remonte dans le temps, le Grand Prix de l'Académie, le Grand Prix du roman de l'Académie française, Célèbre, que tout le monde connaît. Bon, il a une dotation de 7 500 euros par an. Comparé au prix Goncourt, dont la dotation est de 50 euros, c'est mieux que rien. Mais d'où sortent ces 7 500 euros? Comment sont-ils calculés? Ça, j'aimerais bien le savoir. Parce que le Grand Prix du roman, c'est une fondation, la fondation Broquette-Gonin. Quand j'ai demandé à l'Académie française, c'est quoi cette fondation? On n'a pas su me répondre. Et alors, je pense qu'on n'a pas vu malice à ma question. Les gens qui s'occupent du service des prix littéraires ne savaient vraiment pas, parce qu'on ne cultive pas vraiment la mémoire des donateurs à l'Institut. Ça, on les oublie assez vite. On prend l'argent, mais on oublie facilement la mémoire des donateurs. Ils ne savaient vraiment, je crois, pas me dire, ils m'ont dit, il faudrait remonter dans les archives. Donc moi j'ai fait la recherche de mon côté. Aujourd'hui on trouve tout sur Internet, on peut remonter. Les journaux sont numérisés depuis la fin du 19e siècle, etc. Donc j'ai retrouvé l'origine de cette fondation qui date de 1910. Et le sieur Broquette, qui était lui-même un héritier, son père avait fait fortune dans le textile, il cède à l'Académie française un immeuble entier près du quartier, dans le quartier de l'Opéra, près des magasins du Printemps, de propriété à la campagne et des valeurs mobilières. On peut imaginer que ça rapporte un peu plus que 7 500 euros par an. Les propriétés à la campagne, je ne sais pas ce qu'elles sont devenues, elles ont peut-être été vendues. Les valeurs mobilières, peut-être ont-elles perdu toute valeur aujourd'hui, c'était des voilà. Par contre, je sais que l'immeuble à côté du Printemps, un immeuble entier, haussmannien, bel immeuble haussmannien, l'Académie française, aujourd'hui, en 2016, on est toujours propriétaire. Ils perçoivent les loyers de l'immeuble entier. À mon avis, ça rapporte plus que 7 500 euros par an. Oui, alors comment est-ce qu'on pourrait rapatrier cet argent public? À quelles conditions? Alors, c'est pas de l'argent public directement, mais ça intéresse la collectivité nationale dans la mesure où tout cet argent qui a été confié à l'Académie pour se soustraire directement au fisc en choisissant, pas se soustraire, le mot peut être mal interprété, mais plutôt que de donner directement au fisc, on donne à l'Institut en disant « je veux moi-même choisir » quels seront les bénéficiaires de ma fortune. Donc ça intéresse la collectivité nationale, parce que si cet argent n'était pas donné à l'Institut, il serait effectivement versé au service de l'État à Bercy, qui s'occuperait de la répartition. Voilà. Il faudrait les d'abord rapports de la Cour des comptes, ça ne suffira pas. Il faudrait déjà nommer un commissaire aux comptes, ce que réclame la Cour des comptes depuis plus de 20 ans. Systématiquement, elle demande la nomination des commissaires aux comptes. Toujours pas. Mais ils ont un pouvoir, une force d'inertie incroyable. Non seulement ils s'abritent derrière le statut, mais ils ne répondent pas, évidemment, quand on leur demande un entretien, quand on demande un entretien au chancelier, le prince de Broglie, ils refusent. Voilà. Mais c'est incroyable. Et alors, cette maison est quand même
Moi, j'ai soulevé quelques petites perles, hein, Mais il en reste. mais je crois que c'est même pas la partie émergée de l'iceberg. Merci beaucoup à tous les quatre. Pour les spectateurs, je rappelle qu'il y a dans le numéro 3 de la Revue du Crieur, qui est donc sorti la semaine dernière, encore d'autres articles que ceux dont nous avons parlé ce soir, notamment le champ miné de l'islamologie, la manière dont les neurosciences tentent d'annexer les sciences sociales, mais aussi un portrait de Rihanna par Jean-Pierre Philu. Et vous saurez aussi, si vous achetez cette revue, comment le Talmud est devenu un best-seller en Corée. Merci donc beaucoup à tous les quatre. Notre soirée continue dans quelques minutes à 19h autour des 8 ans de Mediapart et à 20h30 pour une soirée spéciale autour de la réforme du droit du travail. Mais dès maintenant, vous pouvez profiter de l'offre spéciale d'abonnement, 9 € pour 3 mois et pour les 15 premiers, le numéro 3 de la Revue du Crieur. Merci beaucoup.